Vous l'attendiez tous, l'hypothèse selon laquelle la grande taille des hommes serait apparue sous l'effet de la division genrée du travail. Bien, je vous propose à présent une seconde de recueillement pour cette fabuleuse idée selon laquelle les hommes seraient les grands pourvoyeurs de nourriture et de sécurité pour le confort domestique des femmes. Voilà, c'est fait, merci. Donc, pour commencer, pour qu'il y ait la nécessité d'une division genrée du travail à un moment, il fallait déjà que le dimorphisme sexuel de taille soit effectif et significatif. Une telle hypothèse ne fait donc que nous ramener à la même question. Pourquoi ce dimorphisme? Ce qu'il faut bien constater pour Touraille, c'est que quand on observe les différents types d'organisation des populations, c'est dans les sociétés pratiquant l'agriculture que l'on trouve le dimorphisme sexuel le plus important, donc pas dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs où est censée avoir lieu la division sexuelle du travail en rapport avec l'activité de chasse. Par ailleurs, quand on regarde la transition d'une population d'une économie domestique comprenant la chasse à une économie domestique ne la comprenant pas, il y a une diminution conjointe des tailles des hommes et des femmes. Pas seulement des hommes qui cessent d'avoir besoin d'aller à la chasse et qui seraient grands précisément pour cet usage. De plus, nous apprend l'anthropologie évolutive, la chasse n'est en réalité pas une activité essentielle pour la subsistance des sociétés humaines. En termes d'apport nutritionnel, ce sont les activités des femmes qui sont les plus grandes pourvoyeuses de ressources alimentaires pour l'ensemble du groupe. Enfin, petite pensée également pour le mythe de l'homme chasseur et défenseur des femmes et des enfants, et bien quand ces messieurs sont absents parce que à la chasse, devinez qui doit défendre les femmes et les enfants. D'ailleurs, vous pouvez noter que dans bien des cultures, le fait de porter des poids très lourds est associé aux femmes. Il a été observé, par exemple, dans les populations pygmées d'Afrique centrale, que les hommes rentrent en courant de la chasse pour aller chercher les femmes afin qu'elles portent ce qui a été tué à la place des hommes. Bon, mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous reste à présent comme hypothèse pour essayer d'expliquer la grande taille des hommes? La conclusion de Touraille est la suivante. S'il existe une pression de sélection en faveur des hommes grands, cette pression a peu de chances d'être le résultat d'une sélection naturelle, et donc d'une sélection qui favorise la survie des individus. Mais elle serait bien plus le résultat d'une sélection sexuelle, une sélection qui cherche à maximiser l'accès à la reproduction sexuelle. En effet, les hommes grands n'ont pas particulièrement d'utilité pour le groupe. Et comme dans le cas de nos cerfs, avoir un grand corps et être belliqueux, eh bien ça demande beaucoup de nourriture, et ça engendre de la castagne interspécifique mortelle. Certes, ça aide à soumettre et forcer les femmes à la reproduction, tout en écartant les rivaux qui pourraient essayer de faire la même chose. Ça sert à obtenir du prestige social et politique, mais ça n'aide en rien la survie du groupe, si on regarde bien. Ou alors les études sérieuses qui corroborent cette hypothèse manquent.